Je vais donner la parole à un grand témoin qui va nous décrire un petit peu tout cela. C'est Mustapha Faris, qui a été plusieurs fois... D'abord, il faut quand même dire les choses importantes. Hein. Les choses les plus importantes, c'est que l'ambassadeur du Maroc qui a parlé ce matin est polytechnicien et Mustapha Faris est ingénieur général des ponts. Donc, ça, c'est les choses fondamentales. Et ensuite, Mustapha a été à de nombreuses reprises ministre des gouvernements marocains et il est maintenant président d'honneur du groupe BNP Paribas au Maroc. Si Mustapha, tu as la parole. Bon, monsieur l'ambassadeur, mon ami, l'ambassadeur Grasset, je suis très gêné parce que j'ai modifié plusieurs fois ce que je dois dire. Après les exposés brillants de professeur Vermeuren, et puis des aspects qui sont peu connus au Maroc. Par exemple, le problème militaire, le problème de l'armée, et puis les problèmes un peu d'une période très critique à la veille de tout de suite pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'arrivée des Américains. Les photos que vous avez reproduites m'ont beaucoup ému parce que moi je suis d'une génération, j'étais gamin et mon père à l'époque nous a emmenés pour nous protéger parce les Américains avaient jeté des paravions disant qu'ils viennent pour la liberté, Et mon père, qui se croyait malin, nous a tous pris comme gamins et nous a emmenés chez ma grand-mère qui était à Zenata. Or, c'est là où les troupes américaines ont débarqué. Je me rappelle de ce novembre 1942, j'étais tout gamin, et pour la première fois, on a vu des GI noirs. On ne savait pas. Il y avait les Américains sont rentrés dans la maison, qui nous ont réveillés avec beaucoup d'émotion, et ils nous ont commencé à donner du chewing-gum. Vous voyez, c'était déjà un jet d'amitié. Alors, je m'excuse après les exposés brillants de mon ami Aourid, de l'ambassadeur Grasset, du professeur Vermeuren et de vous. J'ai modifié plusieurs fois ce que je dois dire. Alors moi, je voudrais vous ramener à l'amitié franco-marocaine et la coopération. C'était un peu le sujet de en partie de notre journée. Je voudrais d'abord rappeler que je suis ni historien, ni chercheur, ni sociologue. Je suis un homme du terrain. Vous avez rappelé un peu toutes les fonctions que j'ai eues. Et je suis d'une génération de transition entre la période du protectorat et la période de l'indépendance. Je rappelle d'ailleurs que cette génération qu'on peut qualifier de transitoire, nous terminions nos études à Paris, la première phase de nos études dans les écoles d'ingénieurs, et nous sommes rentrés tout de suite après l'indépendance, puisque nous avons été mobilisés politiquement pour essayer de rentrer chez nous et pour essayer d'avoir le flambeau, d'aider les générations et puis surtout de faciliter le transfert des fonctionnaires français et marocains. Il y avait des responsables marocains de très haut niveau ainsi que des fonctionnaires français qui étaient au Maroc depuis des générations quelquefois. Et moi, je fais partie de cette génération, donc on est rentré juste au retour de Mohamed V, à quelques jours après. Mohamed V est rentré le 16 novembre 1955 d'exil. D'ailleurs, les Marocains, par assimilation à ce qu'on a appris, on a appelé, nous, les trois glorieuses, le 16, le 17 et le 18 novembre, et c'était déclaré fête nationale. Et on l'a même assimilé avec la monarchie française, puisqu'on a appelé les trois glorieuses. Notre fête s'appelle les trois glorieuses. Alors, je voulais rappeler l'indépendance du Maroc. Un gouvernement transitoire a été constitué par Sibécaï, comme on l'a rappelé, et ce gouvernement a négocié donc avec la France dès la fin de 1955 les termes de l'indépendance qui a été scellé par le 2 mars 1956 ici en France, signé par Sibécaï qui avait été Premier ministre pendant quelques années, comme l'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, et M. Christian Pinault. Alors la date effective de la souveraineté nationale sur le plan international, c'est le 2 mars 1956. Je voulais
rappeler que j'étais fils d'un fonctionnaire. Mon père était fonctionnaire, donc il travaillait dans le Makhzen de l'époque. Il était dans le Pachalik de Casablanca. Et à ce titre-là, je n'avais pas encore 5 ans, j'étais admis à ce qu'on appelait les écoles de fils de notables à l'époque. J'étais donc la première fois où j'ai mis les pieds dans une école primaire. C'était l'école des fils de notables de la rue de Modador. Il se trouve que mon père aussi est né à Modador, mais il n'a rien à voir avec la rue de Modador. Et je me rappelle, comme si c'était hier, de ma première institutrice, qui était une jeune Alsacienne, mademoiselle Motreff, c'est son nom, le directeur de l'époque, M. Clément. Alors, il nous apprenait quelques éléments du français, quelques éléments de calcul, quelques éléments d'histoire et de géographie, avec un peu des notions sur le scoutisme, sur le sport. Mais on apprenait le français parce que nous étions dans un milieu arabe. On ne parlait pas un mot de français chez nous. On a appris le français de manière assez mécanique. On le récitait de manière précipitée, sans intonation et sans rythme. Et je me rappelle, bon, on disait nos ancêtres les Gaulois, on a appris ça avec beaucoup d'insistance, et on parlait un français tout à fait bizarre, jusqu'au moment où on est arrivé au certificat d'études. Nous avons commencé un peu à améliorer notre français approximatif aujourd'hui par la connaissance de nos amis au lycée. Moi, j'ai fait le lycée Lyoté de Casablanca. J'étais heureux d'entendre qu'il y avait... Pardon ? Oui, nous étions ensemble. Alors, nous avions au lycée Lyoté de Casablanca, alors d'abord dans l'école primaire instituée par la France, c'était les premières écoles primaires publiques, c'est les écoles des fils de notables pour les fonctionnaires. Il y avait des écoles privées, mais qui étaient réservées à une certaine classe de gens qui avaient les moyens. Mon père étant fonctionnaire, j'étais inscrit à l'école des fils de notables. Et nous avons donc appris quelques éléments, et avec nos camarades français au lycée, dont la plupart étaient nés au Maroc, et leur famille, quelquefois, c'était née au Maroc. C'est pour ça que nous avions, dès cette époque-là, tissé des liens et avoir une connaissance un peu approximative de la France et des qualités et de ce que les Marocains pouvaient apprendre de cette proximité avec les Français. Il y avait une autre caractéristique à l'époque, il n'y avait pas de limite d'âge pour les Marocains. Nous, Marocains, nous pouvions rentrer à n'importe quel âge. Et moi, j'avais à côté de moi un camarade dont les enfants venaient jouer avec moi au moment de la récréation. Alors, vous voyez, j'avais un monsieur Drissi qui était à côté de moi, je revois. Ses enfants venaient jouer avec nous au moment de la récréation. Il n'y avait donc pas de limite d'âge pour les Marocains. Une autre caractéristique de l'époque, l'enseignement de l'arabe était très, très favorisé par des instituteurs marocains et français qui parlaient un arabe parfait. Et il y avait une certaine, je dirais même, rivalité entre ceux qui nous enseignaient le français et l'arabe pour qu'on ait la même possibilité d'expression, un peu dans tous les domaines, dans les deux langues. Et ceci nous a beaucoup servi quand nous sommes allés plus loin, quand l'arabisation a été généralisée. En 1960, pour nous, c'était un atout, parce que nous sommes d'une génération où nos connaissances de l'arabe et du français étaient similaires, jusqu'au moment où on a passé le baccalauréat. Vous voyez, donc, au moment où l'arabisation a été installée et est devenue une vraie institution, nous étions un peu favorisés par rapport à d'autres qui n'avaient pas eu cette chance. Alors, je voulais aussi dire qu'avec nos camarades français qui étaient avec nous, nous étions les étudiants venus du Maroc, français et marocains, quelques Espagnols à l'époque, et nous habitions les mêmes foyers. À Paris, par exemple, nous avions 2 foyers d'étudiants du Maroc, pas des Marocains, du Maroc. Rue des Écoles, le 41 rue des Écoles. Ça s'appelait l'hôtel Montaigne, et nous avions un autre foyer à Saint-Germain, c'est l'hôtel Bonaparte, où il y avait... Après, c'est devenu peut-être pour les jeunes filles, mais au début, nous étions en enseignement non mixte. On n'avait que des garçons. Et la seule Marocaine, quand j'étais au lycée, qui était admise au lycée Lyoté, elle était déjà en propédeutique. C'était la seule Marocaine qui existe aujourd'hui. Elle est toujours vivante. C'est la fille Benjeloun, l'avocat, très connue. Et elle est la femme de notre grand historien, Laroui. Elle est à Rabat. C'est une dame qui était la première Marocaine à accéder en propédeutique après le baccalauréat.
Alors, je voulais dire que, en tant qu'étudiants, nous étions un peu encadrés par le parti de l'Istiklal, qui était le parti majoritaire à l'époque, et nous avions tous un désir, c'est de rentrer au Maroc et essayer de travailler. Il y avait une partie des étudiants un peu infime, qui était, comme on l'a rappelé tout à l'heure, du Parti démocratique de l'indépendance, le PDI de M. Ouzani. Il y avait déjà un petit noyau de communistes marocains, parce que le Parti communiste marocain a été créé en 1946-1947, comme vous l'avez rappelé. Il y avait déjà un petit noyau qui, à l'époque déjà, distribuait les journaux, l'Humanité et autres, tous les journaux à caractère communiste. Et nous étions très, très, très proches des Français et Marocains, ensemble, dans les mêmes foyers, dans les mêmes restaurants universitaires. Nous fréquentions les mêmes balles d'étudiants, nous allions ensemble dans les musées. Vous voyez, il y avait cette proximité qui fait que la relation franco-marocaine était toujours spécifique et très particulière, qu'on trouve rarement ailleurs. Je voulais aussi vous dire que, comme je l'ai répété, on allait dans les mêmes balles, on allait à toutes les fêtes d'école ici. Et à l'époque, la cité universitaire, le pavillon marocain n'existait pas encore. Le pavillon marocain n'a été créé qu'à partir de 1975, une année avant l'indépendance du Maroc. Et nous profitions un peu de cette proximité avec nos amis français que nous retrouvions. Et il y avait des Marocains et des Français un peu dans tous les secteurs. Je voulais, aujourd'hui, avec les interventions des uns et des autres, cette matinée et cet après-midi, on a beaucoup appris. Moi, j'ai appris énormément de choses avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'admiration. Que je voulais dire aussi que mon témoignage va se limiter, moi, à 2 ou 3 choses essentielles sur la coopération et l'amitié franco-marocaine. Je ne déborde pas tout ce qui a été dans l'histoire marocaine, les ajustements, les crises, tout ça ont été évoqués par des gens brillants devant vous. Moi, je voudrais parler de cette coopération, cette amitié. Donc, mon témoignage se limitera et se concentrera sur 2 ou 3 périodes. D'abord, la première période, c'était avant l'indépendance. Sous le protectorat, le Maroc était déjà doté, comme on l'a rappelé, de directeurs qui géraient de grands ministères, de grands services publics. Et il y avait aussi des Marocains qui étaient déjà gradés, des médecins, des directeurs d'administration centrale, des professeurs. Moi, je me rappelle un peu de mémoire la liste de nos professeurs au lycée Lyoté. On avait 2 professeurs marocains qui étaient M. El Fassi, professeur de physique-chimie, et on avait un professeur qui était de confession israélienne juive, M. Dan, qui enseignait la littérature. Et tous les autres étaient des professeurs français, dont le professeur d'arabe qui s'appelait Monsieur... non, il s'appelait Monsieur, j'avais noté le nom, Tapiero. Et il venait d'Algérie. Tapiero. Il venait d'Algérie, il était professeur agrégé d'arabe. Donc nous avons appris l'arabe dans le lycée français avec des professeurs de nationalité française. Je voulais aussi, cette première époque, on trouvait des médecins, des juristes, des directeurs d'administration centrale. On trouvait aussi des Français qui étaient là depuis toujours dans l'administration marocaine. Je cite au hasard Girardot, qui était à l'ancienne REI, devenu après ONEP. Il était avec M. Ouriadli, Khamar Ouriadli, dont le fils est actuellement le patron de la holding royale Esseni. C'est le fils de l'ancien patron de ce qu'on appelait la régie des exploitations industrielles, et qui maintenant, ça s'est appelé l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, et ça s'appelle maintenant l'Office national de l'eau potable et de l'électricité. Ce sont 2 matières dangereuses qu'il ne faut pas approcher, évidemment. C'est l'ancienne règle. La régie industrielle, elle était même chargée de la gestion du parc automobile de l'État. C'est elle qui nous fournissait les véhicules. Et à l'époque, les véhicules fameux que nous avions, c'était la 2 chevaux. On a commencé par la 2 chevaux. Voilà un petit peu, je me rappelle de mémoire tous ces hauts fonctionnaires marocains et français. Par mémoire, je cite Paul-Louis Girardot, je cite
Jacques Deschamps, qui était le gendre du grand directeur des travaux publics Deschamps, qui était le maître de la moitié du Maroc. À l'époque, les travaux publics faisaient les transports, les ports, les barrages, l'hydraulique, tout ce qui pouvait être équipement relevé de M. Girard. Et Deschamps était le gendre. Il a épousé sa fille, il est décédé il y a un an. Et beaucoup de nos camarades étaient présents d'ailleurs à ces cérémonies. J'ai connu aussi M. Imani, j'ai connu Ratier, qui venait aussi du ministère des Travaux publics. Et on a connu de grands ingénieurs de l'agriculture français qui venaient. Alors il y a un moment exceptionnel que je voulais rappeler à l'assistance, c'est la présence d'André Bouloche. Bouloche a été, la dernière année, en novembre 1975, il a pris la suite de la direction des travaux publics. Il est resté un an pendant l'indépendance du Maroc avec M. Douiri. M. Douiri est le premier polytechnicien marocain. Il a fait l'école polytechnique de Paris, il est ingénieur des mines et il a été donc notre premier ministre des travaux publics. C'est le premier ministre des Travaux publics. Il est sorti de l'IX, je crois, et des mines en 1951-1952. Il a gardé André Bouloche, qui était un brillant ingénieur polytechnicien. Il est resté avec lui pendant un an. Alors cette époque-là était essentielle parce que Bouloche a beaucoup aidé à la formation de plusieurs cadres marocains. Et quand il est rentré en France, il était nommé ministre du général de Gaulle. Nous étions à l'époque à l'école des ponts et chaussées. Il nous recevait dans son bureau de ministre du général de Gaulle, nous prêtait assistance, il nous aidait. Il a aidé une génération de Marocains qui font partie maintenant de l'élite. Je voulais revenir un peu avant. Donc, il y avait une colonie française et marocaine qui était déjà gestionnaire des services publics. Il y avait l'intervalle Bouloche très important. Et puis la dernière période, c'est après l'indépendance du Maroc. Il y avait des gouvernements successifs dirigés par Sibekay, comme on l'a rappelé tout à l'heure, dirigés par M. Ahmed Belafrage de l'Istiklal, et pendant un an, je crois, après 1978. Et en 1979, Sa Majesté Ben Youssef, il s'appelait pas encore Mohamed V à l'époque, a fait appel à un gouvernement avec un parti de gauche qui venait de la scission du parti de l'Istiklal. Alors, dans ce gouvernement de gauche, dirigé par M. Abdallah Ibrahim, et secondé comme vice-premier ministre par M. Abdelrahim Bouhabid, qui a été un très grand ministre de l'économie, ministre des Finances, il a été vice-premier ministre. Il a été aussi le premier ambassadeur du Maroc après l'indépendance. En 1956, il a été envoyé à Paris comme premier ambassadeur du Maroc indépendant. Alors, M. Bouhabid a eu l'appui d'un certain nombre d'amis qu'il a connus à l'extérieur, qui lui ont conseillé toute une série de gens qui allaient venir de l'extérieur. C'est la deuxième période florissante, dont Raymond Braque, que tout le monde connaît, d'autres spécialistes. Alors cette époque est une époque florissante, parce que c'est elle qui a vu la création des principaux instruments de la souveraineté marocaine. D'abord, la création de la Banque centrale, la Banque du Maroc, qui était anciennement gérée par le groupe Paribas depuis le début du XXe siècle. Elle a été remise donc aux autorités marocaines et elle portait enfin le nom de la Banque du Maroc, c'est-à-dire la Banque centrale. La deuxième création qui me paraît importante, c'est celle en juin 1959 de la Banque nationale pour le développement économique. La date est importante. Je dis juin parce que c'est la BNDE, qu'on appelait à l'époque, Banque industrielle, était d'ailleurs composée d'organismes internationaux, la SFI, des banques allemandes, mais surtout le Trésor marocain, la Banque centrale et la Caisse des dépôts et de gestion marocaine, qui est un peu l'équivalent de la Caisse des dépôts et consignation française. Il y avait quelques acteurs privés. Alors cette banque a été une véritable révolution. D'abord, elle a formé, créé des équipes d'évaluateurs de projets. Ce n'était pas une banque commerciale. On ne savait pas ce que c'était les actions commerciales. Les banques commerciales
On ne savait pas ce que c'était. Et puis, elle a été créée la première et elle a pu apporter du capital pour les autres institutions. La Banque marocaine du commerce extérieur a été fondée 3 mois plus tard. Et puis, on a réorganisé un certain nombre d'organismes qui existaient depuis très longtemps, comme le Crédit immobilier hôtelier, la Banque populaire, le Crédit agricole et les banques populaires régionales. Dans la même période, en 1960, fin 60, une création très importante du Maroc indépendant, avec l'appui et les conseillers de Raymond Aubrac et d'un certain nombre de hauts cadres, on a créé l'Office national de l'irrigation, qu'on appelait l'ONI. Alors cet office a eu des missions très larges dans le domaine de l'irrigation, de l'industrie agricole. Les premières créations de sucreries ont été envisagées, et puis surtout l'encadrement, la formation et la vulgarisation auprès des agriculteurs marocains. Ce grand office a été géré de sa création fin 1960 jusque vers la fin 62 par M. Taïri, qui est un brillant ingénieur du génie rural marocain, et il a été secondé par une équipe de hauts responsables français et marocains, je cite Raymond Aubrac d'abord, c'était important, Claude Ratier, Dimitri Cavassilas, M. Hariti, qui était le directeur du personnel, aujourd'hui on appelle ça un DRH, M. Bilisti, qui est un polytechnicien marocain, était un camarade, et M. Rosier Azan, M. Verdugo, qui s'occupe, David Verdugo, dont un des frères est maintenant ambassadeur itinérant de Sa Majesté, son jeune frère, Jacques Brunet, qui est un camarade, et Imani, qui succédera plus tard à M. Taïri et qui deviendrait ministre des Travaux publics. Je voulais aussi insister sur un Marocain qui s'appelle Paul Pascon, né à Casablanca. Son père s'appelait M. Pascon. Lui, il était marocain. Il avait des enfants qui ont connu un drame, qui ont été enlevés et qui avaient soulevé un peu l'inquiétude de l'extérieur, en particulier de France. Il a été un très grand sociologue et il avait avec lui une équipe qui est toujours vivante, M. Nagy, Mohamed Nagy. Il est mort. Il vient récemment. Non, il est mort en Mauritanie. Il a eu un accident. Non, je parle. Pascon, il est mort en Mauritanie. Oui. Non, mais il avait avec lui. Non. Nagy, je l'ai vu il y a 3 mois. Il est toujours là. Alors, il y avait Nagy. Il y avait un Tunisien, M. Bouderbala, qui est toujours en vie, et il y avait Tozi. Il a formé donc une équipe de 3 sociologues de premier plan qui sont toujours en activité et qui ont permis la création d'un certain nombre de cabinets de conseil. Alors je voulais rappeler donc ces choses extraordinaires que nous avons vécues, toujours dans la coopération et l'amitié franco-marocaine. Je ne rappelle pas les différentes étapes, tout ce qui a été dit par les brillants chercheurs, ceux qui ont intervenu avant moi. Alors, je voulais juste vous dire que ces 3 périodes me paraissaient cruciales dans l'histoire du Maroc. Et si vous voulez, on va terminer sur une note quand même d'espoir. Et cette note d'espoir, c'est aujourd'hui le monde d'aujourd'hui. Je vais en parler un petit moment. Je voulais vous dire que le monde a beaucoup changé depuis 1970. Il a beaucoup changé depuis la fin des années 70. La population du Maroc, qui était on a rappelé tout à l'heure 8 millions, elle est maintenant de 35 millions. Et pratiquement le 10e de notre population vit, étudie et travaille à l'étranger. Nous avons un peu plus de 3 millions de Marocains à l'étranger, principalement en France, en Allemagne, un peu au Canada. Et aujourd'hui, on trouve une élite marocaine un peu partout dans le monde, aux États-Unis, dans les instituts de recherche. Malheureusement, la génération actuelle, une partie ne revient pas au pays. Bon, le Maroc a fait l'effort pour les former jusqu'au moment où ils partaient pour les études supérieures, et ils reviennent peu vers le pays parce qu'ils trouvent que notre pays n'est pas encore équipé pour leur permettre d'évoluer dans des conditions favorables, de continuer les recherches dans des laboratoires, et ils restent dans les pays
où les fonctions de recherche sont très importantes, en particulier dans le domaine anglo-saxon. Alors je voulais donc terminer par cette note. Je voulais dire qu'aujourd'hui, la population a doublé, l'espérance de vie avec les progrès de la santé et tout. Maintenant, le Maroc a des taux presque normaux par rapport aux pays européens. Pour les hommes, c'est de l'ordre de 71-72, pour les dames un peu plus. Et ce phénomène-là, 30% de nos jeunes ont moins de 30 ans, ont moins de 20 ans. Donc, vous regardez les défis à relever pour l'avenir en matière de formation, en matière d'emploi, en matière d'intégration des jeunes. Et je pense que nous, notre génération, a essayé de transmettre le flambeau qu'on nous a transmis nous-mêmes avec plus ou moins de succès. Aujourd'hui, il faut cette mondialisation, cette ouverture, c'est une donnée, tout le monde doit s'y intégrer et s'inscrire. Aujourd'hui, la société civile marocaine est une réalité avec des milliers de réseaux sociaux importants, des associations par milliers pour améliorer les conditions sociales de vie, pour les conditions de la femme marocaine, pour favoriser les études, le partage. Et notre jeunesse, c'est le capital, le futur du pays, il n'y en a pas d'autre. Donc c'est lui le gaz d'avenir et d'espoir. Le retour du Maroc dans la famille africaine depuis quelque temps et l'ouverture vers l'Europe et le monde sont les grands axes des actions futures, avec la bonne assimilation de toutes les nouvelles technologies. Aujourd'hui, tout le monde est connecté, il y a l'iPad, le téléphone, l'ordinateur, et je parle de mes petits-enfants qui sont déjà à ce niveau-là. Alors notre génération, nous, a reçu un héritage des Français et de nos professeurs et de nos anciens absolument exceptionnel. C'est celui de servir le public et l'intérêt général. Nous étions fonctionnaires, c'est-à-dire au service des autres. Nous avons aidé les plus défavorisés ou essayé, encouragé les investissements créateurs d'emplois et de richesses et de valeurs, et nous avons favorisé la formation dans tous les métiers. Le partage, l'équité et la justice pour vivre dans un monde, espérons, meilleur, de paix, de tolérance, de démocratie, de justice. Voilà les petits mots que je voulais dire. Mais j'ai changé souvent cette intervention vu le brio des intervenants avant moi. Merci. Alors, permettez-moi de vous rappeler qu'avec mon ami Jacques Bourdillon, qui a eu un rôle essentiel en tant qu'envoyé par M. Bloch-Lenné, créer la première filiale de la Caisse française de conciliation au Maroc. Elle a été créée sous le nom de 7 coopérations. Et mon ami Jacques Bourdillon, que nous avons perdu il y a quelques mois, a été le patron de cette filiale. Il a favorisé les études générales, les études de bassin. Il a créé beaucoup de choses au Maroc. Il a aidé beaucoup d'études. Il a fait déplacer des spécialistes dans tous les domaines pour la gestion des barrages, pour la gestion des aéroports. Il a fait énormément de choses pour la coopération marocaine. Alors ce petit livre qui est maintenant édité chez l'Harmattan en France et au Maroc dans une autre maison d'édition de la Croisée des Chemins, j'enverrai quelques exemplaires à monsieur l'ambassadeur Grasset et on est à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Ce livre, c'est celui-là. Il ne peut pas s'appeler mieux que Regard croisé sur l'amitié. C'est écrit par 2 ingénieurs brillants, Mustapha Faris et Jacques Bourdillon. Voilà. Nous devions terminer à 5 heures. Vous voyez, 5 heures moins 5. Je crois que je vais... Monsieur Grasset, j'aimerais dire une chose. Ah ben, pardon, monsieur Vermeuren, allez-y, excusez-moi. Alors, je voudrais dire juste... D'abord, je remercie les intervenants qui sont intervenus depuis le début d'après-midi. C'était très passionnant. Monsieur Horrid, vous avez dit quelque chose de très important sur effectivement ces échanges croisés de population finalement entre le Maroc et l'Algérie et la Tunisie. Et c'est vrai que les Français, c'est quelque chose qui est très peu connu et très peu... Enfin, c'est presque inconnu en France.
est très peu étudié en France, alors que ça a été étudié au Maroc et en Tunisie. Les Français sont arrivés dans leur bagage en Tunisie avec des dizaines de milliers d'Algériens, et notamment de Kabyles, dans leur bagage, et avec 80 000 Algériens au Maroc. C'est-à-dire que sur les 300 ou 320 000 Français du Maroc, il y avait un quart d'Algériens qui sont restés ou qui sont rentrés en Algérie, qui sont devenus français ou redevenus algériens, enfin bref, c'est selon. Et je fais une suggestion, bien sûr, à la Fondation, puisque on parlait de thèse tout à l'heure, c'est pas mon obsession, mais il se trouve que 2 thèses d'histoire ont été écrites en arabe, une au Maroc sur les Algériens du Maroc, et une autre en Tunisie, aussi en arabe, non traduite, sur les Algériens de Tunisie. Donc si vous arriviez à trouver des fonds et un traducteur pour traduire ces 2 travaux, on pourrait faire une très belle synthèse et surtout faire connaître ça au public français. Parce qu'elles ont été peu diffusées au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en dépit de leur qualité, et elles existent, ce sont des très bons travaux. La thèse, elle a été soutenue avec monsieur professeur Kenbib. Voilà, donc ça existe. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous avez relevé le paradoxe très étonnant de, effectivement, tous ces cadres d'origine algérienne qui ont travaillé finalement au Maroc physiquement, mais aussi pour le Maroc et pour la France, sans le savoir ou en le sachant, ou dans des... Bref. Et c'est vrai que l'entourage de Hassan II, du coup, et l'entourage de son père étaient littéralement truffés d'amitié algérienne, de conseillers. On peut dire même que la majorité, à un certain moment, des conseillers de Hassan II étaient algériens, devenus au sommet, c'est au plus haut sommet. Et c'est tout à fait intéressant. Et alors, si on croise ça avec le fait, comme je le disais tout à l'heure, et c'est très connu, bien sûr, que l'État algérien, il est né pendant la guerre d'Algérie à Oujda, avec en partie des Oujdi. Je pense que c'est important d'insister là-dessus, parce que je pense que cette rivalité, on ne comprend pas la suite si on n'a pas cette clé. Sachant que Bouteflika dirige toujours l'Algérie en étant Oujdi, avec sa maison qui se trouve à Oujda, qui est entretenue par lui au Maroc, etc., etc. Et donc, on a effectivement au Maroc, autour du roi, pendant très longtemps, bon, c'est plus le cas aujourd'hui, mais ça a été le cas pendant plus de 50 ans, des gens qui sont algériens ou réputés algériens ou d'origine algérienne, à la tête de l'Algérie, des gens qui font tout pour faire oublier qui viennent du Maroc. Et je pense que la rivalité qui s'ensuit, elle naît dans cette... Ils sont nés au Maroc, oui, oui, bah, Bouteflika, etc. Bouteflika est né à Oujda, il a été à l'âge de 18 ans. Donc, voilà. Tout ça... Voilà, et il est obligé de prendre le nom des saints de Tlemcen et d'Oran pour faire oublier ça. Ce que je voulais aussi ajouter pour nos amis, c'est que les mariages mixtes maroco-algériens, depuis toujours, il y a 1 million de chaque côté. Il n'y a pas une famille marocaine qui n'a pas une alliance avec les Algériens ou avec les Algériennes, et le phénomène est vrai. Malheureusement, avec les événements de 63, beaucoup de Marocains ont été expulsés d'Algérie. Bon, le Maroc n'a pas fait la même chose. Et j'espère que pour le futur, tout ça, ça va se rétablir quand on deviendra tous raisonnables. Merci. Si le professeur Vermeurin, un grand connaisseur du Maroc, je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste apporter des petites choses sur ce qu'il vient de dire. D'abord, effectivement, il y avait ce rôle rempli par un certain nombre de fonctionnaires algériens qui étaient considérés comme étant sujets français. Bon, l'expression consacrée, ce n'était pas des citoyens, c'était des sujets français. Parce qu'en fin de compte, sauf peut-être pour les Juifs qui pouvaient, donc, selon le décret Crémieux, qui pouvaient donc aspirer à la citoyenneté. Quant aux musulmans, certains avaient donc accès à ce qu'on appelait le statut de sujet français. Mais je voudrais ajouter quand même le rôle joué par l'université d'Alger. Je crois que quelque part, Alger, à un moment, avait joué pratiquement le rôle de ce qu'avait joué Tolède, grâce à de grands chercheurs, à de grands érudits français, donc, qui ont travaillé sur tout ce qui a trait à la culture, non pas seulement maghrébine, mais arabe. Malheureusement, une bonne partie
soit est ignoré. Et puis bon, je pense que la bibliothèque d'Alger a été brûlée. Et si, mais Alger a joué un rôle très en partie, mais Alger avait joué un rôle très très important. Et un certain nombre de Marocains, de ceux qui allaient donc présider aux destinées de Marocains, ont été formés à Alger, dont le plus célèbre est certainement Mahdi Ben Barka, qui a eu sa licence à Alger. Parce que la France était à l'époque occupée. Soit l'université d'Alger, mais dans tous les cas de figure, occupés ou pas occupés, dans tous les cas de figure, un certain nombre de Marocains allaient donc parfaire leurs études. Le Hajj Mohamed Bahnini, par exemple, grand juridique qui était pratiquement ministre d'État chargé de la culture et conseiller de fait de Sa Majesté le roi Hassan II, qui rédigeait ses discours très à l'aise dans les deux langues, Bahnini, donc avait fait ses études à Alger. Et c'est un passé quelque part, disons, oublié. Voilà, je pense que quelque part, on gagnerait à le connaître. Je voudrais réagir à ce qu'avait dit M. Vermeurin concernant le soulèvement de Ad-Daoubi. Jamais Ofkir n'a participé donc, à mater donc, le soulèvement. C'est plutôt le général Ketani qui a été dépêché. C'est plutôt, Ofkir a été donc dépêché pour le RIF, mais pas pour le Tafilet. Enfin, c'est une petite... Merci en tout cas de ces précisions, et ça entretient un débat, on pourrait continuer longtemps. L'affaire marocaine est sans fin et tout à fait passionnante. Je crois que maintenant il faut vous libérer. Une longue journée dans laquelle on a vraiment regardé tous les aspects de cet héritage diotéen, tous les aspects de la continuité franco-marocaine. Et je vous remercie de votre participation, de votre attention et surtout de la bienveillance avec laquelle vous avez pu écouter ces orateurs venus de France ou du Maroc. Merci beaucoup.